François, je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Bah, parce oui, que moi non plus. on a fini. Je pense qu'on va y arriver. Ça va être encore une mauvaise émission parce que je suis d'accord avec tout ce que tu fais. Ah, merde. Mais ouais, je vais essayer quand même de te contredire, mais ça va pas être évident. Alors, on va quand même parler essentiellement de ton film, Autonome. L'autonomie, c'est choisir la dépendance. Ça devrait servir à tous les journalistes, sites, médias qui disent nous sommes indépendants, là-bas si j'y suis c'est l'indépendance, et voilà, on choisit l'indépendance. Et puis il y a un bouquin qui sort, qui s'appelle Un enlèvement. On va essayer de se limiter à ces deux sujets-là, mais d'abord, je voudrais qu'on remonte un peu en arrière. On s'était vu quand tu sortais Histoire de ta bêtise, qui a fait un certain bruit. Quel est votre premier réflexe quand vous voyez arriver ça? C'est un réflexe d'empathie? C'est un réflexe de sympathie? Ou c'est un réflexe de peur? Jusqu'à plus de 80% des Français. Très il y a eu vite. beaucoup de sympathie autour de ce La sympathie de la bourgeoisie a duré 2 jours, tant que c'était des gentils témoignages de gentils gilets jaunes qui montraient à quel point... Il y a eu un refus de la violence, François Bégodeau. Mais la violence, ça ça fait partie de la conflictualité sociale et politique. Il y a énormément de choses, il y a énormément de progrès dont vous profitez maintenant et que vous trouveriez absolument légitimes et justes, qui se sont arrachés par la violence, en tout cas par le désordre. Mais quand on est assis sur une situation, on n'a pas intérêt au désordre. Ces progrès. Vous aussi, c'était nous là pour le coup. Oui, mais sauf que moi, ces progrès, j'en connais l'historicité et je sais qu'ils ont souvent été arrachés par des luttes qui ont été conflictuelles. Des gens sont parfois morts, ont été blessés pour arracher les congés payés, pour arracher tout un tas de choses qu'on trouve tout à fait normales. Et la démocratie. Et pour obtenir le droit de vote, exactement. Et la démocratie représentative. La démocratie représentative, ça c'est une espèce de cliché qui, à chaque fois qu'on dit qu'on vote pas, on se fait entendre dire que des gens sont morts pour ça. Je crois que il faudrait voir où factuellement les gens sont morts pour la démocratie. Quelle mort et à quelle époque sont morts pour la démocratie, hein, j'entends bien, pour la démocratie représentative. En France, moins, mais partout dans le monde, oui. Ah, d'accord, voilà, c'est toujours un peu partout. Dès que je demande un truc précis, on me dit un petit peu dans le monde. Mais en France, donc, puisque c'est aux votants français ou aux non-votants français qu'on reproche de ne pas voter, par mémoire et en hommage à ceux qui se seraient soi-disant battus et qui seraient morts. La Révolution de 1848, la Commune de Paris, d'autres épisodes historiques. Les morts de 1848, ce sont ceux qui ont essuyé les balles d'une bourgeoisie qui a eu peur de la première émergence d'une force prolétarienne dans le champ public. Hein, ça, c'était plutôt des morts pour la cause sociale, pas du tout pour la cause de la démocratie. Et est-ce que tu peux résumer un peu le bilan d'Histoire de ta bêtise? Je le fais un petit peu dans un essai que je suis en train de faire avancer, là. Donc voilà, je veux pas dévoyer la surprise, ce truc qui sortira dans un an. Il y a plein d'éléments troublants, il y a des éléments très attendus. D'abord, cette grande joie d'avoir vu que la réaction de la bourgeoisie au livre était parfaitement illustrative de ce que je démontrais dans le livre. Donc ça, c'est une satisfaction extraordinaire, à la fois intellectuelle, morale, tout ce qu'on veut. C'est allé assez loin, hein, quand même. Oui, bon, je t'ai viré d'un magazine, mais c'est pas ça, c'est vraiment pas grave. Après, il y a eu des effets, je pense, pas de censure, mais en tout cas de petites répulsions, je dirais, mais c'était surtout, oui, les réactions, les choses qui se sont dites venant des premiers intéressés étaient intéressantes, parce que plus ils niaient se retrouver dans le livre, et plus, évidemment, ça faisait exemple du fait que, décidément, ce qui définit d'abord la bourgeoisie, c'est de se nier comme telle. C'était un petit peu la thèse centrale de mon bouquin. Bon, alors là, j'étais très content. Il y a eu un autre truc plus troublant, et c'est de ça que je pars dans le nouvel essai, c'est que tu te fais des drôles d'amis quand tu t'attaques à la bourgeoisie. D'ailleurs, on avait... l'opération du livre, c'était quand même de dire, bon voilà, il y a une bourgeoisie de gauche, que le macronisme incarnait à l'époque. Non, on en est très largement revenu de l'idée qu'il pourrait être un peu de gauche. Bon, on le savait, hein, mais disons que ça s'est de plus en plus droitisé. Et comme je ciblais pas mal cette bourgeoisie-là, que j'appelais la bourgeoisie cool, et que je laissais un peu tranquille la bourgeoisie réactionnaire, la bourgeoisie plus, voilà, eh bien, beaucoup ont pu s'engouffrer dans la brèche pour dire, bon, bah, c'est, notamment toute une partie de la bourgeoisie réactionnaire a bien aimé le livre, parce que d'une certaine manière, ça détournait le tir par rapport à eux.
Ah oui, et s'arrêtait l'opération du livre qui était de dire, sous des dehors cool et sous des dehors de gauche ou progressistes ou sociétalement un peu avancés, on a quand même affaire à un invariant bourgeois, que ça reste le parti de l'ordre, ça reste la classe de l'ordre, ça reste une classe de conservateurs, une classe de propriétaires. Donc il y avait deux moments dans le livre. Il y avait ce premier truc, c'était d'enregistrer une variabilité un peu historique qui était l'apparition de cette bourgeoisie cool, qui date d'il y a 50 ans, mais de ramener ça à un invariant. Et je pense que la deuxième opération a été beaucoup moins vue, ce qui fait que on se fait des drôles d'amis, et notamment des amis à l'extrême droite un peu, qui ne voient que l'attaque, la charge un peu satirico-caustique contre la bourgeoisie officielle, quoi, la bourgeoisie médiatique, la bourgeoisie culturelle, celle qui énerve tout le monde, quoi, et celle que parfois on identifie comme étant les bobos, ce qui me paraît pas un bon terme et un terme qui fait écran justement à une vraie problématique de classe. Donc j'avais beau dire sur tous les plateaux que vraiment le mot bobo m'intéressait pas et que je trouvais qu'il avait eu un usage tout à fait néfaste dans le champ des discours depuis 20 ans, je recevais plein de témoignages de sympathie de gens parfois très douteux qui me disaient t'en as mis plein la gueule aux bobos, ces espèces de bien-pensants. Et donc, et je voyais bien que se mettait en place l'idée que à partir du moment où vous stigmatisez une certaine bien-pensance progressiste de la bourgeoisie, beaucoup de gens vous croient proches d'eux, dans la mesure où eux, sous couvert de stigmatiser l'hypocrisie bourgeoise quant à un certain nombre de faits sociétaux, par exemple le racisme, par exemple l'écologie, par exemple, en fait sont tout simplement des racistes. C'est-à-dire qu'il y a une certaine critique de la bien-pensance bourgeoise qui vient de l'extrême droite, qui ne vient pas de l'extrême gauche, qui est de dire, et qui est en fait une espèce de cheval de Troie qu'emprunte un certain racisme, une certaine pensée identitaire et des choses comme ça, ou une certaine pensée violemment anti-écologique. Donc j'ai reçu des drôles de messages de sympathie, beaucoup de gens qui ont vraiment cru que j'étais des leurs et qu'on pouvait faire alliance. Donc j'ai dû beaucoup dans les débats ou parfois dans des relations un peu personnelles comme ça, dire mais attends, en fait on n'est pas copains, on va pas être copains très très longtemps en fait, quoi. Et même ta façon d'être anti-européen n'est pas la mienne. Il y a une façon très patriote nationaliste d'être anti-européenne, c'est pas la mienne. Moi je suis contre l'Union européenne comme fleuron du capitalisme. Bon, donc c'est intéressant cette confusion, quoi. Et le problème, c'est que la confusion, je pense que c'est le fonds de commerce de base du fascisme. Et tu les as pas lâchés parce que dans ton bouquin, qui est un roman, un enlèvement, on les retrouve quand même. Mais là encore, si tu veux, se joue. Bon, le roman est plutôt bien reçu, tout ça, mais se rejoue encore l'idée que je vois quand même beaucoup de papiers qui disent il s'en prend au bobo, il s'en prend au bobo. Oui, alors il y a une certaine patine bobo chez ma famille Legendre, bien sûr. Ils ont une patine cool. Mais ce que je voulais un peu montrer à travers eux, c'est qu'aussi ils sont parfaitement conservateurs, parfaitement réactionnaires et au bout du compte beaucoup plus brutaux que ce que pourrait laisser croire leur première apparence plutôt délicate. Par exemple, si je prends le motif éducatif un peu qu'il y a dans le bouquin, c'est-à-dire qu'il y a leur gosse tarde à apprendre à lire alors qu'il a 7 ans. Bon, panique à bord. Donc pendant ses vacances, on l'a quand même inscrit dans un atelier qui s'appelle l'atelier Papillon et qui pratique une espèce d'éducation sympatoche à base de communication non violente, de développement personnel, où l'enfant doit restaurer sa propre confiance, enfin tout ce qu'on connaît et qui est en train de se développer de façon effrayante. Donc là, il y aurait une espèce d'apparence de éducation à la cool, quoi, éducation pas à la schlag. Oui, enfin au bout du compte, c'est quand même au service de ce qui obsède la bourgeoisie depuis toujours, et cela pas moins que les autres, c'est la performance productive. Il faut rendre les enfants de la bourgeoisie performants. D'abord, il faut qu'ils récupèrent le patrimoine, il faut qu'ils pérennisent le patrimoine, il faut qu'ils le fructifient, il faut que ce soit des héritiers, quoi. Et c'est pour ça que le père, qui est le narrateur, est tout à fait paniqué de voir que son descendant, son fils, c'est pas rien, c'est le fils, quoi. Donc, ne semble pas être un bon producteur en germe, quoi. C'est ça qui panique. Donc, j'entendais par exemple au Masque à la Plume, c'était intéressant, ils ont défendu le bouquin, et tu te retrouves avec un Bec BD, que par ailleurs je déteste pas, on s'est même croisé une époque, voilà, mais Bec BD, est-ce qu'il est ? C'est un grand bourgeois. Bon, un grand bourgeois, une bourgeoisie traditionnelle d'ailleurs, assez droitière, et qui est très content de pouvoir dire que ce livre insulte les bobos, enfin en tout cas étrie les bobos, parce que d'une certaine manière ça le dédouane. Voilà, c'est un détournement de tir. Alors regardez comme les bobos ont tout un tas de travers, et ça permet aux bourgeois plus traditionnels d'être épargnés par les tirs, quoi. Donc
faut que je redise encore à propos d'un enlèvement que ce qui m'intéresse, c'est quand même de dire que bourgeois de gauche, bourgeois de droite, bourgeois progressiste, bourgeois conservateur réactionnaire, Macron-Fillon, tout ça au bout du compte, c'est la même classe sociale. Et c'est les mêmes intérêts et c'est les mêmes vieux réflexes de classe. Et alors le film Autonome, c'est l'inverse, si on peut dire. Moi j'ai adoré ce film, un documentaire. D'abord, moi, ça m'a rappelé plein de trucs de ma génération, du début des années 70, où j'ai vu plein de gens qui ressemblent beaucoup aux personnages que tu montres, aux histoires que tu montres. Et moi-même, j'étais impliqué dans des histoires comme ça. Il y a des différences, mais il y a quand même pas mal de choses comparables. Et je trouve que ils ont toutes les scènes, les personnages que tu montres, il y a des différences entre les uns et les autres. Mais pour moi, ils ont tous quelque chose en commun, c'est d'être des excentrés, par rapport à ceux qu'on vient de décrire, par rapport à des bourgeois, et parfois des excentriques. Il y a excentrés et excentriques. Alors tu te circonscris à la Mayenne. Et pourquoi ça? Pourquoi pas Ça, c'est des conditions de production et des contingences dans ma vie. Il se trouve que j'ai rencontré un ami qui est exploitant à Mayenne, la ville de Mayenne. Et entre-temps, il a monté une structure de production, une petite structure de production locale qui s'appelle Atmosphère Production. Et il m'a demandé, il y a 4-5 ans, de réaliser un documentaire autour de la démocratie, parce que lui-même animait une année démocratie dans son cinéma. Et c'est là que je découvre la Mayenne. Et c'est là que je rencontre les gens qu'on voit dans Autonome. En plus, moi, j'aime bien, si tu veux, je trouve que d'avoir une unité territoriale aide toujours beaucoup à circonscrire une œuvre. Tu vois, tu parles d'un enlèvement, Royan, quoi. C'est une ville. Dans mon livre précédent, c'était En guerre, et je m'étais inspiré, la ville n'était pas nommée, mais je m'étais inspiré d'Amiens. J'ai l'impression que j'arrive à bien me déclencher, moi, artistiquement, quand j'ai d'abord défini un territoire délimité. Et ça permet de trier tout de suite, quoi. Et l'œuvre commence à se former. Parce que si j'avais voulu faire un truc sur l'autonomie, la vie, la mort, partout en France ou en Europe, je ne saurais pas où donner de la tête, et pourquoi choisir lui plutôt que tel autre. Bon, et il se trouve qu'il y a quand même une activité néo-paysanne, je dirais. Moi, je préfère dire néo-paysanne que néo-rurale, parce que néo-rurale, ça fait un peu tendance bourgeoise. Néo-paysanne, quoi. Un retour à la paysannerie ou une restauration de certaines pratiques paysannes, le rapport au sol, le rapport à la culture, le rapport aux bêtes, le rapport à l'écosystème, comme on dit. Là dans les débats, on va te dire « Ah, mais c'est ce que disait Pétain, la Terre ne ment pas. » Ouais, alors j'ai mis dans mon film... Tu vas l'avoir. Ouais, mais c'est intéressant de l'avoir, parce que ça permet de faire des mises au point. Et d'ailleurs, il faut faire cette mise au point. Elle est tout à fait urgente, parce que, effectivement, la Terre, elle, ne ment pas. Ça, c'est ce qu'on dit à l'extrême droite. Il y a cette idée que la Terre porterait en elle-même une valeur, que disons, l'ancrage territorial, l'enracinement, comme disent maintenant la fachosphère ou la réaxphère, en reprenant sans la lire Simone Veil, ce qui vraiment Dieu est dans la nature. Oui, tout ça. Non, bien sûr que pas. Ce qui est intéressant, c'est comment dire, c'est pas l'enracinement identitaire. Il faut absolument dissocier l'enracinement de toute notion identitaire. C'est pour ça que je termine, par exemple, le film par mon fil rouge, le personnage principal, qui chante une chanson de country américaine. Et j'aime assez finir aussi par une séquence où on voit des jeunes hommes, notamment, là ce jour-là il y avait que des hommes, mais parfois cette pratique est mixte, qui font une hutte de sudation, c'est-à-dire un rituel d'inspiration chamanique. Je termine par ça. Et ils ont des chants indiens, pour le coup, des chants indiens d'Amérique, parce que le chamanisme c'est compliqué, c'est à la fois l'Amérique du Sud, c'est la Mongolie, c'est plein de choses. Bon. J'aime bien montrer que précisément, c'est pas parce que tu t'enracines ou tu t'ancres dans un territoire et que tu essaies de respecter le sol, tu essaies de respecter les arbres, tu essaies de respecter la logique du vivant autour de toi, que ça a quelque valeur identitaire que ce soit. Ça n'a rien à voir. Tous ces gens ont des constructions mentales et des constructions culturelles qui peuvent être tout à fait internationales. Certains peuvent être fans de romans russes, d'autres aimer beaucoup la chanson, je sais pas, le punk rock américain. Voilà, ça c'est très important de le dire. Et donc, ce qui est important, c'est d'habiter, enfin de bien occuper le territoire qu'on occupe et de l'occuper en essayant d'avoir, disons, une espèce d'échange de bons procédés entre soi et la terre, entre soi et l'environnement proche. C'est ça qui est important. J'ai d'amis à manger. Il a décidé de partir par là. C'est bien, c'est la direction du sud, c'est la direction de l'eau, la direction des enfants.
Vas-y, continue. Laisse ton petit garçon, ta petite fille intérieure jouer. Laisse les grands ancêtres passer à travers toi. Laisse-les passer, laisse-les passer. La différence, François, entre les années, début des années 70 et aujourd'hui, c'est que il y a eu la prise de conscience écologique. Hein, on va la mettre début des années 70, même s'il y avait auparavant déjà des gars qui avaient tiré des sonnettes, bien sûr. Mais enfin, ça a été le grand moment. Mais la prise de conscience, dire on va retourner, voilà, on va s'installer en Ardèche et on s'installe en Ardèche, etc. Il y avait quelque chose de naïf, voilà. Et la grande différence avec aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus du tout dans la même situation par rapport à l'environnement. Là, on est dans une catastrophe totale. Il y a une chose dont on n'a pas parlé depuis qu'on est là face à face, c'est quand même le Covid. Hein oui, tout à fait. Il y a ce truc qu'on est en train de subir. Ça précède une crise énorme qui est en train d'arriver, qui fait très très peur, qu'on mesure mal, mais on sent bien que ça arrive et c'est profond et c'est tout le monde là il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui n'était pas du tout le cas il y a 50 ans. Il faut pas mélanger et c'est du coup ceux que tu montres, les personnages que tu montres, les scènes, les manières de vivre, les essais, les erreurs, etc. des uns et des autres prennent une autre signification par rapport à cette panique. Moi, j'y vois un gage de consistance et de pérennité d'une certaine manière, parce qu'avec tout la fraternité que je ressens par rapport à ce que je pourrais appeler la première vague de retour à la campagne ou de retour à l'autogestion, à l'autonomie, ce qui était celle des années 70, que tu décris très bien. Moi, je me suis beaucoup référé à ces années-là dans ma formation à moi qui suis arrivé dans une sorte de désert politique, intellectuel, esthétique qui s'appelait les années 80. Et donc, j'étais bien obligé de me référer à la génération d'avant et avec beaucoup de... Enfin, moi, je suis un enfant de 68 décalé, quoi. Mais donc, avec le respect que j'ai pour cette vague-là... Oui, mes parents n'étaient pas vraiment 68 arts parce qu'ils étaient... Ils portent cette culture-là. Ouais, mais mes parents étaient PC, si tu veux. Donc, on peut pas dire que la question écologique les travaillait. Ils étaient quand même très productivistes, mes parents. Ils étaient très, tu vois, comme le PC et la pulette, mais ce qui peut très bien se comprendre. Je veux dire, il faut aussi se resituer dans l'époque. Bon, c'est un peu facile de faire des procès a posteriori. Mais donc, non, moi, mes parents avaient attrapé quelque chose de l'esprit libertaire de 68, presque malgré eux, ce qui fait qu'ils ils ont pratiqué une éducation très libérale dans le sens le plus noble du terme, quoi. Mais bon, moi, il a fallu quand même que je me documente sur tout ça, donc c'est à ce moment-là que l'idée de l'autonomie a commencé à me travailler beaucoup, et puis une certaine tradition anarchiste, etc. Là, c'est vrai que la différence que je verrais entre cette nouvelle vague et celle des années 70, c'est que je crois que les gens, en tout cas que j'ai rencontrés, sont un peu moins idéologues, un peu moins philosophants, peut-être qu'ils ont lu un peu moins de choses, ils sont moins politiques au sens le plus, je dirais, premier degré du terme, même si au bout du compte, c'est éminemment politique ce qu'ils font. Et certains d'entre eux, d'ailleurs, ont une conscience politique. Certains d'entre eux sont même militants. Certains d'entre eux ont été des zadistes. Certains d'entre eux sont venus parfois donner un coup de main aux Gilets jaunes, soit sur le rond-point de Laval, soit dans les manifs de province, soit même à Paris. Bon, donc ils sont pas du tout vierges politiquement. Mais globalement, c'est vrai que c'est des gens, on peut leur parler 3 heures. Il y aura assez peu de jargon politico-philosophique. Ils vont être très pratico-pratiques. Et que d'abord, ce qui les a motivés, c'est quand même un certain nombre de nécessités, quoi. Des nécessités sociales, écologiques. En gros, les jeunes gens, c'est l'idée, quoi, j'arriverai jamais à me loger décemment dans une grande ville. En gros, tous les boulots qu'on me propose sur le marché du travail, l'offre de boulot est quand même naze. C'est-à-dire que soit c'est du bullshit job, soit c'est du job intéressant mais pas payé. C'est-à-dire, je vais être pigiste dans magazine culturel, mais en gros, je vais être bénévole, personne ne va me payer. Bon, on connaît bien la situation. Bon, donc c'est par un jeu de nécessité, plus une perception, je pense, il me semble très ancré chez les moins de 40 ans, il me semble, sans vouloir faire de généralité, mais à savoir que globalement, le monde tel qu'il fonctionne maintenant dans ses coordonnées industrielles, ses coordonnées de production et de consommation n'est pas viable, n'est pas durable, comme on dit. Bon, donc ça, j'ai l'impression que c'est très très ancré dans une certaine génération, peut-être une génération
disons, qui a aussi profité d'un certain bain éducatif et culturel qui fait qu'elle est sensible à ces questions-là. Je ne suis pas sûr qu'effectivement, les jeunes gens qui actuellement sont à l'ESSEC ou à HEC aient la même imprégnation et la même conviction. Eux, ils pensent encore que c'est la croissance qui va nous sauver et l'augmentation de la production. Bref. Donc, il y a presque une nécessité, je dirais, sociale, vitale, qui fait qu'ils ont épousé ce mode de vie que j'essaie de décrire dans le livre, ou dans le film, pardon. Et je crois que ce caractère de nécessité fait que ce sera sans retour, ce sera irréversible. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'on aura beaucoup moins que pendant les années 70. Effectivement, pendant les années 70, si tu es bien passé pour le savoir, il y a eu des gens qui se sont installés et puis qui sont revenus. Oui, il y en a qui sont restés. Il y en a qui sont restés. Magnifiquement réussi leur vie et qui ont fait bouger, ont fait bouger la société. Tout à fait. Ça n'a pas été la révolution, mais il y a plein de batailles, de petites batailles et profondes qui ont tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des grands anciens comme ça qui ont été très importants pour ceux qui s'installent là, qui se sont installés récemment, parce qu'il y a une transmission qui se fait, une transmission des luttes, une transmission des savoir-faire, une transmission des conneries à pas faire. Ça, c'est très important. C'est ça que peuvent nous apporter les anciens, surtout nous faire gagner du temps, quoi. C'est ce que me disait un des jeunes paysans que j'ai pu croiser. On s'est aussi créé grâce à tout le réseau paysan mayennais associatif qui est ultra actif, le Sivam Bio. Là. C'est à travers cet assaut de paysans qu'on s'est formé, qu'on a été entouré par des gens qui ont fait ce qu'on a fait, mais de manière individuelle ou des fois en collectif, mais il y a 20 ans ou 30 ans, avec qui on a échangé, qui nous ont toujours soutenus, rien que moralement, à être contents de nous voir en action, à nous encourager. On était inscrits dans ce réseau. Et ça nous a rendus solides aussi. C'est que si on s'était isolés parce que c'était nous les plus intelligents, par exemple, probablement que ça aurait été plus chaud. Et là, je crois qu'on a écouté nos anciens de ce côté-là. Et ça nous a donné là un peu de sagesse. C'est marrant parce que là, on est en train de... Je te pousse à prendre pour référence les années de l'après 68, mais à l'époque, on prenait pour référence Fourier, par exemple. Ouais. Tu vois, voilà, les phalanstères de Fourier. Ou bien Thoreau, Walden. C'était, à chaque fois, je me demande si c'est pas une constante qu'on ait comme ça des productions de personnes qui se barrent, qui s'excentrent de la société, qui essayent de vivre autrement des communautés, sans que ça s'ait pu influencer durablement et profondément l'ensemble du mouvement historique. Voilà, parce que par définition, les excentrés sont pas au centre, et que c'est quand même encore le centre qui décide. C'est quand même le centre qui donne le là de l'ensemble de l'organisation de la production, et voilà. Et bon, alors ça, de toute façon, mais tu as raison, je veux dire, l'idée de l'autogestion, de l'autonomie, et d'ailleurs, telle qu'elle pourrait s'organiser plutôt dans les campagnes, est une idée, je dirais, vieille comme le Moyen-Âge, mais surtout vieille comme le 19e. Je veux dire, en gros, c'était un peu, en caricaturant un peu, en schématisant, c'est quand même assez troublant de voir que dans le grand débat entre les anarchistes et les marxistes au 19e, mais finalement, c'est aussi un débat ville-campagne. Je caricature, mais on trouvera quand même quelques grands penseurs de l'anarchisme du 19e qui ont quand même réfléchi plutôt autour de la possibilité d'organiser des communautés à la campagne, quoi. C'était l'imaginaire de la commune. C'était un imaginaire parisien, bien sûr, mais quand même à la base, dans l'imaginaire communal ou communard de l'anarchisme, il y a quand même cette idée que ça va se faire à la campagne, quoi. Et que donc, au contraire, il ne faut pas aller prendre le centre, parce que le centre sera toujours plus fort, et que d'ailleurs, si soi-même on bataille contre le centre au point même de s'emparer du centre, eh bien, on retombera dans les mêmes écueils militaires et productivistes, ce qui est un peu ce qui s'est passé dans le socialisme réel. Je veux dire, là-dessus, ça donne plutôt raison à Bakounine, d'une certaine manière, dans ça. Donc c'est vrai que c'est toujours le même débat, quoi. Bien sûr que comme tu le disais, il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup d'alternatives qui sont pratiquées réellement par tout un tas de gens loin du centre. Mais c'est vrai qu'en attendant, le centre reste toujours dominant et arrive à nous infliger un système qui nous
qui nous tue à petit feu. Voilà. Oui, toutes les histoires que tu présentes, qui sont quand même différentes, hein, entre les sourciers, on appelle ça des sourciers, les gars qui sont avec leur branche. Là. Oui, ils cherchent la source. Oui. Je pourrais donner des leçons de pendule avec le gars qui a un pendule là. Hein. Il se trompe. Ah bah lui, je suis très fort en pendule. Hein. Lui, il se prétend très fort aussi. Peut-être qu'on pourrait organiser une battle. Moi, je suis pour. Je te le présente. Oui, il fait son pendule, hein, et le pendule fait ça, comme ça, et il en conclut que c'est féminin. Et son copain retourne la photo, l'image, et il dit, ben non, tu vois, c'est un garçon, enfin, c'est masculin. Et ben moi, je me serais pas gouré. Parce que ce mouvement-là, c'est masculin, et c'est quand ça tourne en rond que c'est féminin. Il y a très peu de temps, j'ai de cette façon prouvé mon talent en annonçant à une amie qui attend un bébé. C'était juste le début. Là. J'ai fait le pendule, ça a tourné en rond, et j'ai dit, tu vas avoir une fille. Alors tout le monde a rigolé, etc. Quelque temps plus tard, elle a fait son échographie, et c'est une fille. Oui, alors, évidemment, les grands sceptiques te diront... Il s'appelle monsieur comment ? Michel Marquet. Moi, son acolyte, c'est Claude. Mais, bon, évidemment, tu connais les sceptiques indécrottables, ils vont te dire une chance sur deux. C'est-à-dire que fille, garçon, tout ça, quoi. Non, mais sauf que moi, je me trompe jamais, d'accord. Mais... J'entends bien. Non, mais une fois suffit pas, quoi. Après, il y a deux choses. Il apparaît deux fois, mon personnage. Il apparaît à ce moment-là, qui est une scène que j'ai hésité à retenir au montage parce que pour le coup, je trouvais qu'elle pouvait être interprétée comme un peu moqueuse. Et c'était pas du tout mon esprit. C'était parce que d'abord, j'aime bien ces deux vieux. J'aime bien leur gueule, j'aime bien le plan, j'aime bien tout dans cette scène et sa drôlerie aussi interne. Donc pour moi, la personne est décédée. Regarde. Mais ça se peut, ça se peut. Je vais te le dire. Oui, tu vas le Birjavé. Ah oui, je me disais, c'est une personne que je connais. Il y a 10 ans qu'elle est décédée. C'est une fille. Non. Ah ben. Ah, là, t'es... Ça ne croit pas toujours, hein. Ah ben toi, ça marche pas à tous les coups. Bah, tu vois, t'as une Parce chance que ça ne devrait pas marcher, là. Ça ne devrait pas bouger. Une chance sur deux. Alors pourquoi qu'elle a balancé mystère? Parce que là, toi, elle ne bouge plus. Donc quand elle ne bouge pas, c'est qu'il est décédé. Oui, elle ne bouge pas. Et pourquoi qu'elle a balancé tout à l'heure, mystère. Alors là, tu vas connaître, là. Non. Donc pour moi, ça balance une fille. Ah mais pas du tout, tiens mon gars Michel, parce que c'est toi-même. Ah oui, tu vois. Mais attends que je regarde comme ça, je m'en rappelle plus si. Ah oui. Ah oui, ben tu vois, ça marche, vous voyez, ça marche plus, j'ai plus de fluide. En revanche, la première scène de sourcier, c'est-à-dire de cherche vraiment de la source dans le champ, dans le pré, alors ça c'est une pratique extrêmement courante dans les campagnes. Je veux dire, ça existe depuis toujours et ça n'est pas moins courant maintenant. Et il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui ont recours toujours à un sourcier. Ce qui est parce étonnant, que ça permet de gagner un tofu. Ah non, mais ce qui est étonnant, c'est les cailloux. Eh oui, les cailloux, ça je connaissais pas. Ça alors. Ils calculent la profondeur comme ça. Ouais. Bah moi je trouve que c'est des gestes assez géniaux quoi. Donc cinématographiquement on ramasse quoi. Il y a des choses à ramasser. Alors lui en revanche, Michel te dirait qu'il est un sourcier de moindre niveau pour une raison simple, c'est que lui n'arrive pas à calculer le débit. Avec les cailloux il calcule la profondeur. Il te dit bon bah l'eau est à 6 mètres. Voilà, c'est ce qu'il fait dans le film. Ah, ok. On peut le retrouver là. Oui, les trosses, on va. Elle est bonne. Elle est bonne, celle-là. Elle est extra bonne.
10, 4, 6, 6 mètres, hein. Elle bouge plus. Elle repart pas, non. Ce qui est bien dans ce film, c'est que le réalisateur a un tel pouvoir sur les gens qui lui ont fait confiance. Hein, vous avez un tel pouvoir total. Ouais. Tu arrives à les convaincre. C'est ça qui me plaît dans le documentaire. Oui, d'accord. Mais c'est la question en tant que réalisateur, c'est qu'est-ce que tu fais du pouvoir que tu as sur les gens, quoi. Bah, tu poses la vraie question, et je pense, tu sais, la question se poserait pour un livre. Hein, et non, je dirais même on a le journalisme, le reportage, c'est ça. Les gens te confient quelque chose, et après, tu es tout seul dans ton machin, tu peux te foutre de leur gueule, tu peux en faire ce que tu veux, tu peux inventer quelque chose. Et là, je trouve que il est assez fréquent que les gens abusent de leur pouvoir, oui, le journalisme. Oui, mais... Là, je trouve que c'est très respectueux. Parce que là c'est vraiment quelque chose à quoi je tiens terriblement. Pour moi, le documentaire, c'est l'art vraiment le plus délicat, enfin en tout cas qui nécessite une grande délicatesse. D'abord dans le filmage lui-même, il faut se faire discret, il faut pas être intrusif chez les gens, donc il faut une petite équipe, enfin c'est vraiment une école un peu de la discrétion, peut-être de l'humilité aussi, voilà. Et après, effectivement, tu as raison, on a tout pouvoir au montage, on peut faire n'importe quoi, on peut vraiment accabler un personnage, on peut en faire ce qu'on veut. Mais la question que tu posais, pour moi, est au cœur de l'art narratif, en tout cas. C'est tu as, en tant qu'écrivain ou en tant que documentariste, tu es un tyran. C'est-à-dire que vraiment, tu es en position d'autocratie. Mais vraiment, hein. Alors, le truc, c'est, pour peu que tu en aies le scrupule, pour peu que tu aies un certain nombre de scrupules démocratiques, eh bien, c'est de te donner à toi-même des contre-pouvoirs. C'est toi qui vas t'imposer les contre-pouvoirs. Qu'est-ce que ça peut être un contre-pouvoir au documentaire ? Par exemple, c'est de faire durer les plans. Parce que tu le sais très bien et tu le sais mieux que moi, c'est dans le montage qu'on manipule. Bon, le montage est le grand outil de manipulation. Le filmage lui-même est beaucoup moins manipulateur. Hein. Si tu fais un cadre, par exemple, avec mon guérisseur qui est en train de guérir une vache, un magnétiseur, hein. Il s'appelle lui-même énergéticien, mais peu importe. Je le filme en train de guérir une vache dans une ferme. Bon, le plan dure, quoi. Le plan dure et il est très peu raccordé. Donc là, on peut dire que quand même, il y a quelque chose qui respecte un peu la réalité dans sa temporalité, dans son énergie propre, quoi. Ça, je pense que ça peut, si tu veux, ordonner tout un système de filmage et qu'effectivement, avec des considérations qui sont au bout du compte des considérations éthiques. Je dilate le derrière pour que le veau sorte plus facilement. Comme ça, comme une lettre à la poste, quoi. Ce qui m'a plu dans ton truc, c'est la dépendance. Et bien sûr que l'excentrique, l'excentré essaye de le dépendre le moins possible. Alors ça, on est encore obligé de l'acheter. On dépend encore de je sais pas quoi, de l'électricité, etc. Donc il y a cette notion qu'on dépend. Puisqu'on dépend, essayons le plus possible de choisir ce dont on dépend. Et de qui on dépend aussi. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est pour ça que l'autonomie est un horizon inaccessible. L'autonomie pure, d'abord. Bon, si on voulait faire un peu de philosophie sociale de base,
nous sommes des créatures fondamentalement et définitivement hétéronomes. Hein, nous sommes totalement traversés par autrui. Bon, l'autonomie pour un individu, ça n'existe pas. Nous sommes absolument poreux à tout un tas de sollicitations sensorielles, affectives, etc. Bon, premièrement, on n'échappe jamais à une socialité, jamais. Alors on peut la réduire, on peut la limiter, etc. Donc effectivement, le truc, c'est de passer d'une dépendance subie à une dépendance consentie. Bon, finalement, les gens qui s'installent en communauté, ils quittent peut-être la dépendance d'un patron, d'une boîte à la con, d'une boîte polluante, de tout un tas de choses, ou d'un mode de vie citadin, par exemple, qui les contraint parce que il faut qu'ils prennent le RER, ou alors il faut qu'ils aient une bagnole, et ils polluent, et ils sont eux-mêmes pollués, etc. Donc l'idée, c'est d'aller choisir, des dépendances. Bon, par exemple, je vais m'arracher à ça et je vais vivre en communauté autogérée. Alors là, vraiment, s'ouvre une nouvelle charte de dépendance quand même, parce que ça veut dire, surtout si je joue en communauté, on sera quand même tous dans la même ferme. Donc évidemment, je vais pas pouvoir faire de bruit à n'importe quelle heure. Je vais peut-être pas pouvoir manger à n'importe quelle. Enfin, évidemment que c'est un nouveau système de dépendance. Simplement, c'est des dépendances consenties et surtout, ce sont des dépendances qui sont résiliables à tout moment. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que je peux, si ça marche pas. Si je me sens pas bien, je m'en vais. Ce qui n'est pas toujours le cas de nos vies courantes. Donc oui. Il y a même dans le film des personnages qui pointent plus ou moins implicitement que l'autonomie, c'est pas l'autarcie, et que c'est tant mieux. Et que l'autonomie est inaccessible. Et c'est tant mieux, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de s'isoler. Ils n'ont pas du tout envie... Il y a un personnage féminin, à un moment d'ailleurs, un couple d'agriculteurs, c'est Laetitia qui s'exprime, et qui dit qu'elle ne veut pas non plus de l'entre-soi familial, avec son mec et puis leurs 2 enfants, avec tout l'amour qu'elle porte à son mec et ses 2 enfants. Elle veut pas du tout qu'ils s'isolent dans une ferme et qu'ils se regardent dans le blanc des yeux tous les 4 pendant toute la vie. Donc elle est très contente qu'il y ait d'autres enfants qui passent dans la ferme et que des fois les siens aillent chez les voisins et puis que des fois il y ait des copains qui passent pour aller donner un coup de main en échange du gîte et de l'assiette. Non, c'est pas du tout des gens... Simplement, je pense qu'ils essaient de se donner une sociabilité de qualité, plus intense, pas nos sociabilités subies et de basse intensité. Je suis sûr que dans les débats que tu as et que tu vas avoir avec ce film, on va dire, mais putain, c'est ça le monde d'après. C'est déjà le cas. Écoute, j'en ai déjà fait pas mal. Tu l'as pas. Les avant-premières, donc je l'ai entendu pas mal de fois, ce que tu dis, ne serait-ce qu'au Méliès de Montreuil il y a encore 3-4 jours. Alors après, moi, ça me laisse un tout petit peu dubitatif pour une chose, c'est que d'abord, à la lumière de ce qui se passe depuis 6 mois en France, où, je veux dire, ce dont on aurait pu espérer qu'il provoque une espèce de remise en question profonde et structurelle de la société, massive, ne produit pas du tout ça, mais pour des raisons tout à fait logiques. Moi, je n'ai jamais cru. J'ai jamais cru à ça quand j'entendais tous mes copains de gauche radicale dire en mars-avril que ça y est, on tenait l'événement qui allait vraiment donner le coup fatal au capitalisme, en tout cas, qui allait vraiment créer... T'es méchant avec tes copains de la gauche radicale. Je suis un peu méchant avec eux parce qu'ils ont tendance à s'emballer. Ils sont pas si cons. Ils sont... Non, je l'ai beaucoup entendu. Ils ont une grande intelligence, c'est des gens brillants, beaucoup plus que moi, mais ils ont parfois tendance à prendre leur désir pour des réalités. Et je pense que c'est quand même un écueil parfois dans ce champ-là. Et moi, qui suis sans doute peut-être un esprit chagrin, et tristoun ou rabat-joie, non, j'y croyais pas pour une raison simple et logique, à savoir c'est que quand les gens sont occupés par leur santé, la santé de leurs proches, la santé de leurs enfants, c'est vraiment pas le moment pour eux de penser à éradiquer le capitalisme. Vraiment pas, quoi. Et c'est bien ce qui se passe depuis 6 mois. Et il n'y aura pas de mouvements sociaux tant qu'on sera dans cette merde, ça je le dis très clairement, alors que d'autres continuent à penser que vraiment il va y avoir des mouvements sociaux massifs. C'est pas vrai. L'urgence... la nécessité de survie ou la nécessité de s'alimenter, l'anxiété terrible par rapport à est-ce que j'aurai encore mon boulot dans 2 mois, ça n'a jamais été des moteurs révolutionnaires. On le sait bien, je veux dire, il peut y avoir comme ça des urgences qui créent des mouvements, mais je crois pas du tout. Donc moi je trouve qu'au contraire, on est depuis 6 mois, non seulement dans une petite merde assez pénible, mais en plus dans un désert intellectuel prodigieux. Moi j'en ai vraiment ras-le-bol de l'ambiance intellectuelle depuis quelques mois, où on a l'impression qu'on a un peu suspendu les travaux de réflexion structurelle réelle. Là où, encore une fois, on pensait qu'on tenait la contingence qui, au contraire, allait ouvrir la réflexion. Donc, vous regardez Autonome, et après, vous lisez... un enlèvement. Vous peut-être faire dans l'autre sens. Non, moi je ferais dans l'autre sens, parce que un enlèvement, c'est vraiment l'impasse. Vous revenez à Histoire de ta bêtise. Vous reparcourez un peu Histoire de ta bêtise. Ouais. Après, vous allez à Royan.
Quel voyage. Pouf. Oh, non, mais on vous dira où il faut aller avec Jonathan, on vous dira où il faut aller à Royan. On a rencontré un personnage à Royan qui s'appelle Chantal et qui est absolument le contraire des personnages. Moi, mes personnages, elle est tout à fait exceptionnelle, Les personnages, ils sont en vacances à Royan. Hein, c'est des Parisiens. C'est des Ah, Parisiens oui, oui, oui. du 3e arrondissement, bon, start-upers, voilà, qui sont assez peu royanais, je dirais, de base, quoi. Ils seraient plus américano-chinois, je pense, dans l'esprit. François, merci. Ben, merci à toi. Salut. Pour te plaire dans la langue de Molière, toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables, tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas, et viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you, et puis c'est à peu près tout, you are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même. Petite plaque chauffante, ça irait plus vite, quoi. C'est sûr, mais après, il faut de l'électricité, faut payer sa facture, faut aller bosser, faut une bagnole, faut. C'est pratique, ça. Bah, pas trop. Bah, si. Pourquoi c'est pas pratique? Parce que ça cuit pas vite, là. Ça cuit pas, même. Si, ça cuit, hein.